Bienvenue à vous, vampires, novices, anciens, et salut les Fremen. Aujourd'hui, c'est le Talamasca. Alors, il est vrai que je voulais directement commencer par les sorcières Mayfair, vous parlez donc de ces fameuses sorcières Mayfair des livres d'Anne Rice, à savoir Le lien maléfique, L'heure des sorcières et Taltos, écrit par notre regrettée Anne Rice, mais après mûre réflexion et beaucoup de conversations avec Choco, il nous a semblé sage, oui, beaucoup plus sage, de commencer par vous parler du Talamasca. Alors, c'est un ordre mystique qui a été créé il y a longtemps, très longtemps, en 748, par le vampire Tescamen, le fantôme Eskesh et un esprit nommé Grant Striker Nollis. À eux trois, ils ont formé l'ordre mystique du Talamasca, qui veut dire en latin masque d'animal, c'est un nom qu'on donne aux sorciers et aux chamans, et ils ont pour but de récolter, de répertorier toute information à travers le monde qui a attrait à l'occulte, au paranormal. Donc, il y a les sorcières, les loups-garous, les vampires, les archanges, les apparitions de fantômes et d'esprits frappeurs. Leur devise, c'est « Nous observons et sommes toujours là ». Ce sont d'érudits observateurs, il est vrai, mais ils n'agissent pas, ou dans très rares occasions. Mais en général, ils sont là pour observer. De manière assez vulgaire, on pourrait les comparer au Conseil des observateurs dans la série Buffy contre les vampires, ou les... comment on appelait ça, les guetteurs, oui, les guetteurs de la série Highlander, pour ceux qui s'en souviennent. Mais oui, si on veut vraiment vulgariser au maximum. Pour ma part, il y a deux types de membres du Talamasca. Il y a donc ceux qui restent dans les maisons mères, les scribes, voilà, ceux qui restent pour collecter, archiver, classifier les informations. Et il y a les observateurs, ceux qui sont sur le terrain. Il y a par exemple Petir Van Abel, dont on parlera un peu plus tard. Eh bien, Petir Van Abel, lui, est un observateur. Il va sur le terrain. On en reparlera un peu plus tard. Bien entendu, pour ça, il faut des moyens. Et le Talamasca en a. Il s'avère qu'à un moment, ils étaient, comme qui dirait, les banquiers de l'ordre des Templiers. Et l'ordre des Templiers leur avait confié tout leur trésor, tout leur argent. Le reste appartient à l'histoire. L'ordre des Templiers a été dissous. Et à la fin de cette histoire, il n'y avait plus personne pour venir réclamer le fric. Donc, le Talamasca l'a conservé, l'a gardé. Ça leur a permis de s'implanter un peu partout à travers le monde, donc plutôt l'Europe, on va dire, à cette époque. Ils ont des maisons mères, une à Londres, une à Rome, et la principale à Amsterdam. Et bien entendu, il y a plusieurs petites annexes disséminées un peu partout à travers l'Europe, plusieurs contacts aussi. Le Talamasca, il est là sans être là. Les membres du Talamasca eux-mêmes ont parfois quelques aptitudes, pas tous, mais certains. Il y en a qui sont des médiums, capables de lire dans les pensées, certains même peuvent utiliser le pouvoir de suggestion, et d'autres sont des sorciers. Enfin, je mets des guillemets là-dessus. Ils sont capables d'ouvrir les portes par la pensée, d'arrêter les horloges, de faire exploser une vitre, ce genre de choses. D'ailleurs, pour la petite histoire, personne au Talamasca ne sait que le Haut Conseil, c'est comme ça que je l'appelle, faute d'un meilleur terme, est peuplé de vampires et d'esprits surnaturels. Alors, Petir Van Abel, donc c'est un Hollandais. Il est né en 1646 à peu près. Son père, c'était Jan Van Abel, un brillant anatomiste très reconnu. Par la suite, et par un bizarre concours de circonstances, donc son père est mort et Petir se retrouve à la rue. Il erre dans les rues et il finit par arriver devant la maison du Talamasca. Le Talamasca le repère et devine en lui des capacités de médium, bien que très faibles, et il décide de le prendre en charge. Petir donc reste au sein du Talamasca de nombreuses années. D'ailleurs, il disait souvent que l'ordre du Talamasca était à la fois son père et sa mère. Il choisit donc d'étudier le domaine des sorcières et avec un certain
Junius Paulus Kapellmeister, ils ont voyagé à travers l'Europe donc pour assister à ces malheureux bûchers de sorcières et parfois même les aider à s'en sortir. On ne peut pas les aider directement, le Talamasca doit rester discret, mais pouvoir par exemple donner à la sorcière une herbe, quelque chose, un produit, de manière à ce qu'elle soit morte avant qu'elle passe au bûcher. Et ça, je trouve ça bien, parce que mon Dieu, mourir sur un bûcher, j'ose même pas imaginer. Donc préférez-vous mourir par noyade ou par brûlure? Voilà, vous avez 4 heures, merci. Nous sommes en 1664 et Pétyr a 18 ans maintenant. Il étudie les sorcières. Avec Junius, il se rend d'ailleurs à Donless en Écosse pour étudier le cas d'une femme, Suzanne Mayfair, qui aurait été accusée de sorcellerie. Elle aurait apparemment fait tomber la grêle sur la maison d'une laitière, et d'ailleurs c'est une guérisseuse, elle est un peu mystique, c'est satanique, brûlons-la, vous savez les mœurs à l'époque. Enfin bref, malheureusement, en chemin, arrivé à Édimbourg, Junius meurt, et Pétyr, pratiquement sans aucune expérience, se doit d'aller à Donless pour étudier le cas de Suzanne Mayfair. Pétyr arrive là-bas, mais malheureusement, il arrive trop tard. La sorcière, Suzanne Mayfair, a déjà été brûlée. Mais il reste sa fille, Déborah. Alors, il y a un petit souci avec Déborah, les membres du village ne peuvent pas la brûler. Il y a une coutume qui dit que cette jeune fille, Déborah Mayfair, est une enfant de l'amour. Elle a été conçue pendant une certaine fête, pendant l'une de leurs fêtes païennes, je dirais entre guillemets. Et bon, grossièrement, sans vouloir rentrer dans des termes vulgaires, n'importe qui peut être le père de cet enfant. Et, voilà, ce jour-là, on brise tous les tabous. Donc Déborah, elle peut être la fille du palefrenier, elle peut être la fille du chaudronnier, elle peut être la fille du maréchal ferrant, comme elle peut être la fille du grand seigneur du coin. Pétyr, lui-même orphelin, est pris de pitié pour la jeune fille, et il décide de la prendre avec lui. Il va voir l'assemblée du village, il prétend qu'il est une espèce de pasteur suisse, qui va l'emmener avec lui en Suisse, où la petite sera élevée comme dans l'amour de Dieu, en espérant qu'elle oublie cet ignoble traumatisme. Les villageois, eux, ils se font pas prier, puisqu'ils ne savaient pas quoi faire de cette gamine. Donc, aucun problème, monsieur, oui, emmenez-la avec vous, merci beaucoup, tiens, venez même boire un coup, c'est à nos frais. Le village en question où se trouve Pétyr donc s'appelle Donlet. C'est en Écosse. C'est une petite ville. Autrefois il y avait une cathédrale, mais malheureusement elle a été brûlée. Il reste quelques petits vestiges de rituels païens, dont un grand cercle de pierre qui pourrait faire penser à Stonehenge mais en version plus petite. Au milieu de ce cercle de pierre, justement, Pétyr remarque un jeune homme, un beau jeune homme. Il est au milieu du cercle de pierre et il pleure. Mais il y a quelque chose de bizarre chez ce jeune homme, comme s'il n'était pas vraiment réel. Et Pétyr se doute que non, c'est pas un humain, c'est un fantôme ou quelque chose comme ça. Il est aussi interloqué quand il se rend compte que la jeune Déborah arrive à le voir elle aussi. Pétyr préfère tourner la tête et ils vont donc, non pas en Suisse, mais en Hollande. Pétyr va ramener la jeune Déborah au sein du Talamasca. Il sait qu'il a fait une connerie, il sait que normalement il aurait dû la laisser là, ne pas intervenir, mais ça a été plus fort que lui. Pétyr est jeune, il a un peu plus de 18 ans, même pas, et il a des émotions, c'était sa première mission solo, il a craqué. Sur le chemin, la petite, elle comprend très vite que Pétyr n'est ni un prêtre ni quoi que ce soit, d'ailleurs, elle le traite de menteur. Ils vont s'arrêter dans une auberge, ils prennent 2 chambres, bien entendu, pour la bienséance, mais Pétyr préfère quand même prendre ses couvertures et tout son bardingue et aller dans la chambre de la petite puisqu'il a peur qu'elle se sauve. Entre-temps, il a été lui chercher un seau d'eau chaude, du savon, de quoi se laver, mais la petite, elle le regarde comme si elle sait pas ce que c'est, quoi. C'est bon, déjà, elle est traumatisée par la mort de sa mère et en plus, elle est un petit peu sauvage. Donc Pétyr, il se dit bon bah il va la nettoyer. La petite a une 12aine d'années et Pétyr il commence à avoir des sales pensées dans sa tête. Faut dire que bon, voilà quoi, 12 ans, enfin c'est très jeune, c'est très très jeune pour ma part, mais l'époque était différente.
Autre temps, autre mœurs. Voilà, je conclurai comme ça, même si c'est dégueulasse. Peter à la Gaule. Bref, désolé, j'arrête. Mais il sent qu'il y a un énorme pouvoir dans cette fille. Il sent que voilà, il va la nettoyer. Il va déjà nettoyer les plaies aussi, puisque la petite, elle a quand même été fouettée. Mais il se dit, vraiment, je vais pas me montrer trop entreprenant parce que j'ai l'impression qu'elle a un terrible pouvoir et que si je vais un peu trop loin, elle va me foudroyer. Mais Pétir se réveille au milieu de la nuit et il entend des chuchotements. La petite, elle est en train de parler avec quelqu'un. Elle lui dit « Va-t'en, diable, laisse-moi tranquille !» Pétir donc lui demande « Mais à qui parles-tu, mon enfant ?» Et la petite lui répond pas. Il se rendorme. Mais Pétir se dit, voilà, il fait le rapprochement entre le fait qu'elle parle à quelqu'un et le jeune homme qui était au milieu du cercle de pierre à Donletz. Pour finir, donc, Pétir arrive à Amsterdam et présente la petite au Talamasca. Il est en larmes, il s'excuse, il sait bien qu'il n'avait pas le droit, le Talamasca n'a pas le droit d'agir. Il a ramené la petite en Hollande et en plus, il a gaspillé énormément d'argent sur le chemin. Les membres du Talamasca, eux, lui sourient. Ils le félicitent, en quelque sorte. Ils lui disent, voilà, nous connaissons ta pénitence, celle que tu as fait entre Donletz et Amsterdam, et rien que pour cela, tu mérites une plus grande chambre et une promotion. Bon là, désolé, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse, parce que si je comprends bien, parce que j'ai relu, Pétir, il avait grave envie de... pas violer quoi, mais de coucher avec la petite, violer, oui, la petite quoi. Et du fait qu'il a réussi à résister à ses pulsions, on lui offre une promotion. Bon d'accord, c'est très bien de ne pas violer, mais bon quand même, moi je trouve ça bizarre de donner des promotions sur ce critère. Croyant bien faire... Oh les cons, mais les cons! Oh t'es là Choco, comment vas-tu? Bah oui, tu me laisses pas parler. Pourquoi je pourrais pas raconter l'histoire du pédophile et de la laitière? Parce que ta voix agace les gens. Déjà, j'ai du mal à supporter la mienne. Merci. Bref, alors, croyant bien faire, le Talamasca décide de montrer à la jeune Déborah qu'eux aussi ils ont des aptitudes. Roemer, un supérieur de Pétir, l'a fait venir dans son bureau, et dans son bureau, il y a plein d'horloges. Oui, parce que Roemer est un fétichiste des horloges. Je ferme cette parenthèse. Il montre à Déborah que par la pensée, il est capable d'arrêter les pendules, et ensuite Pétir qui est présent lui montre que lui par la pensée il peut faire repartir les pendules. Mais malheureusement cette démonstration fait l'effet inverse de celui qui était voulu, puisque Déborah se met en colère et elle invoque Lâcheur. Alors, Lâcheur, faut en parler un petit peu de lui. Eh bien, Lâcheur, déjà c'est le beau jeune homme que j'ai parlé tout à l'heure, qui était au milieu du cercle de pierre. C'est un esprit frappeur qui obéit aux ordres des femmes Mayfair, à savoir donc Déborah et auparavant Suzanne. C'est d'ailleurs lui qui avait fait tomber la pluie de grêle sur la maison de la laitière, et c'est pour cela que malheureusement Suzanne a été brûlée vive. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur ce bon vieux Lâcheur à l'occasion. D'ailleurs, c'est quand même un élément important dans toute la saga des sorcières Mayfair. Mais, donc, Déborah invoque Lâcheur, celui-ci casse absolument tout dans la pièce, elle lui demande de briser les pendules, il brise les pendules, et elle profite de la confusion pour se barrer. Par son propre pouvoir, Déborah verrouille les portes derrière elle, et le Talamasca, ils sont enfermés chez eux. Pas moyen de sortir. Jusqu'à ce que la gamine soit suffisamment loin pour que les portes se déverrouillent toutes seules. Déborah a disparu dans les rues d'Amsterdam. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur ce qu'il advint de Déborah, puisque je ferai une vidéo sur Déborah Mayfair par la suite. On va se concentrer sur Pétir. Mais Déborah donc, s'installe chez un vieux peintre qui s'appelle Roland. Elle est mariée avec lui, et Lâcheur, son esprit frappeur, elle lui demande de lui rapporter des bijoux, il lui rapporte des bijoux, et elle les vend dans les différentes bijouteries, les joailleries, et c'est comme ça qu'elle arrive à se construire une petite fortune. Elle paye toutes les dettes de son mari, d'ailleurs de par les toilettes, les beaux maquillages et les beaux vêtements, Déborah ne fait plus 12 ans du tout, elle fait 17 ans, ce qui fait que ça ne choque personne qu'elle a épousé le vieux Roland.
Enfin, moi personnellement ça me choque, je trouve ça dégueulasse comme disait Blackjack, mais c'est mon avis. Bref, Pétir rentre en contact avec la petite, il la retrouve. Il pense au début qu'elle va mal le recevoir, mais non, au contraire. Elle l'attire dans un coin, elle discute avec lui, elle lui donne des bijoux, il les refuse, elle insiste, elle lui glisse dans ses poches, et s'ensuit une conversation sur ce fameux Lacher. Déborah, elle est persuadée que c'est le diable. Ça ne peut être que le diable. Il est beau, le diable est séduisant, c'est le diable et il m'obéit. Pétir essaye de lui faire comprendre. Ce n'est pas le diable, c'est un esprit frappeur. Ce n'est pas quelqu'un de foncièrement diabolique, c'est juste quelque chose qui n'a pas conscience de ses actes, qui n'a pas conscience des conséquences. Par la suite, Roemer, le supérieur de Pétir, lui ordonne de ne plus rentrer en contact avec Deborah Mayfair, du moins pour le moment. Mais voilà, les circonstances se retournent un peu contre lui, puisque bon, à chaque fois que Pétir se balade quelque part dans la rue, Déborah est au coin de la rue. Quand il va boire dans un café, Déborah elle est aussi en terrasse, et quand il visite un musée, Déborah n'est jamais très loin. Il finit par passer devant chez elle, elle ouvre sa porte, lui dit non mais viens Pétir, il faut qu'on parle, mais Pétir il est discipliné, non, j'ai pas le droit de te parler, nananer, il rentre chez lui. Roemer, lui, donc prend les choses en main, il va discuter avec Deborah Mayfair. Mais elle l'envoie chier, elle s'en fout de Roemer. Les mois passent, et le vieux Roeland finit par mourir de vieillesse. Ni Lacher, ni Deborah ne sont impliqués dans sa mort, le Talamasca en est persuadé. Mais bon, Deborah, elle, continue à faire fortune, sa fortune grandit, elle commence à vraiment se faire un nom dans la Hollande, et de plus en plus de prétendants viennent la voir, mais aucun ne trouve grâce à ses yeux pour le moment, elle ne veut pas se remarier. Mais les mois finissent par passer et l'un d'entre eux finit par la convaincre. Il est de France apparemment, ou du moins pas très loin, et Déborah va quitter la Hollande et partir. Pétir est triste, mais c'est comme ça. Mais il entend du bruit. Il est persuadé que c'est des voleurs, il regarde à la fenêtre et qu'est-ce qu'il voit ? Déborah. Déborah qui lui fait des grands signes et qui lui demande de venir. Il descend, elle l'emmène jusqu'à chez elle et ils finissent par faire l'amour. Par la suite, elle le supplie de rester auprès d'elle, qu'elle renoncerait à son fiancé s'il renonçait au Talamasca et que si le Talamasca ne voulait pas que Pétir rompe son serment, eh bien il s'enfuirait quelque part et il serait heureux. Mais Pétir refuse. Plusieurs années passent, et ce n'est qu'en 1689 que Pétir retrouve la trace de Déborah. En fait, il s'avère qu'une sorcière va être brûlée à Montclèves en France. Pétir se rend immédiatement là-bas, et oui, il s'agit bien de Déborah. Pétir se fait passer en quelque sorte pour un envoyé du Vatican, ce qui fait qu'il arrive à passer à travers toutes les barrières, et il arrive à parler à Déborah seule à seule. Celle-ci lui fait comprendre qu'en fait, Lacher a voulu trop bien faire. Son mari lui était infidèle et Lacher a provoqué une chute de cheval pour la venger. Celui-ci a été grièvement blessé et n'a pu être guéri. Le mari de Déborah donc a voulu se venger et sur son lit de mort il a déclaré au prêtre que sa femme était une sorcière, que sa mère en était une elle aussi, qu'elle avait été brûlée il y a plusieurs années auparavant en Écosse. Il y a eu enquête. Et la belle-mère de Déborah, donc la mère du Seigneur, elle a porté plainte en quelque sorte contre Déborah pour sorcellerie. Celle-ci s'est fait arrêter. D'ailleurs, les propres enfants de Déborah, les fils du moins Chrétien et Philippe, ont témoigné contre elle, mais sa fille aînée Charlotte, qui était déjà âgée d'une vingtaine d'années, avait réussi à fuir à Saint-Domingue avec son époux. D'ailleurs, pour la petite histoire, Charlotte Mayfair, c'est la fille de Pétir Van Abel et de Déborah. Pétir est effondré. Il propose d'abord à Déborah une herbe, de manière à ce qu'elle soit inconsciente au moment du bûcher, mais celle-ci lui répond qu'elle a besoin de tous ses moyens et qu'elle ne peut pas se permettre d'être amorphe. Elle lui dit ensuite qu'il faut absolument qu'il aille à Saint-Domingue, qu'il aille voir Charlotte et qu'il la prévienne au sujet de Lacher. L'heure fatale arrive, mais grâce à Pétir, qui s'était fait passer pour un envoyé du Vatican, Déborah marche jusqu'au bûcher les mains libres. C'est à ce moment-là qu'elle invoque Lacher. Celui-ci apparaît et elle lui demande de détruire tous ceux qui sont venus assister à son bûcher et surtout tous les menteurs qui ont dit qu'elle avait tué son mari, y compris ses enfants. Lacher, il se fait pas prier,
il déclenche une tornade qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie, et ça casse absolument tout sur son passage. Pétyr, lui qui était à l'abri justement, a réussi à s'en sortir, non sans avoir tué d'abord un inquisiteur qu'il avait déjà rencontré une ou deux fois et qui pouvait pas saquer. Déborah, elle profite de la confusion, elle va tout en haut de la cathédrale et elle se jette du clocher. Ainsi finit Déborah. Pétyr prend son cheval, il arrive à fuir. Arrivé à Marseille, il écrit une lettre au Talamasca expliquant ce qui s'est passé, ainsi que sa confession du meurtre de l'inquisiteur, mais aussi qu'il doit absolument aller à Saint-Domingue. Il explique que Charlotte est sa fille, qu'il doit lui parler par rapport à ce qui s'est passé avec la chair, et surtout les conséquences qu'il y a quand on fait appel à cette créature. Le Talamasca lui répond que c'est hors de question, qu'il doit absolument rentrer à Amsterdam, mais Pétyr désobéit aux ordres. De Marseille, il prend le premier bateau et il se rend à Saint-Domingue. Et bien voilà mes chers novices, c'était la première partie de ces archives du Talamasca sur la vie de Pétyr Van Abel. Une autre va bientôt arriver, Pétyr et Charlotte, et d'ici là j'espère que vous m'aurez fait part de vos avis sur ce que vous pensez de ces archives. Je compte sur vous, Choco et moi d'ailleurs, et on vous dit en attendant à très bientôt. Salut à tous!